vraiment déformer le paquet d'ondes. Si je mesure le paquet d'ondes, l'interaction avec l'instrument va le rendre plus petit et va augmenter la distribution de vitesse. Mais en termes de valeur moyenne, j'ai quand même toujours une seule position, une seule valeur moyenne, et une seule vitesse, une seule valeur moyenne. Et la relation de Heisenberg entre la position et la vitesse sera tout simplement une loi physique qui régit la manière dont un paquet d'ondes est déformé lorsqu'il interagit avec un instrument. Et à l'inverse, si je mesure la vitesse, c'est la distribution de vitesse que je réduis. Ça implique que le paquet d'ondes, le volume de la particule a augmenté. C'est la loi de Heisenberg, la relation d'Heisenberg qui imposera cela. Mais après la mesure, j'ai toujours une position et une vitesse unique en tant que valeur moyenne. Et donc, selon ce point de vue, la position et la vitesse d'une particule en tant que valeur numérique unique, les valeurs moyennes, existent toujours simultanément, comme en physique classique. Et les superpositions d'états, de position qui représentent le paquet d'ondes et de vitesse qui représentent le spectre de vitesse finalement, sont toujours simultanément réelles et servent à définir la forme et le volume de la particule. Oui? Depuis le début, quand on parle de vitesse de la particule, je pense que tu ne veux pas dire déplacement dans le temps. Oui. C'est ça? OK. Bon, ben à ce moment-là, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de temps depuis le début, j'ai juste cette interrogation-là. Si on reprend juste la balle de baseball, qui est en mouvement, c'est évident que si on fait une mesure sur sa position, à un certain moment, elle va avoir une position X. Mais si on refait une autre mesure plus tard dans le temps, étant donné qu'elle est en mouvement, évidemment, sa position ne sera pas la même. Oui. Donc, quand on parle d'une mesure de position, c'est pour un instant donné, évidemment. Okay. Que ça change d'un instant à l'autre, c'est sûr, oui. OK. Puis, ben, juste comme ça, pour la particule, moi, je trouve que ça fait du sens. Parce que si c'est une particule que l'état change avec le temps, c'est évident qu'à chaque fois qu'on fait une mesure, si son état change de façon aléatoire, à chaque fois qu'on fait une mesure, on n'aura jamais le même résultat, évidemment. Okay. Mais juste si on revient pour la vitesse, pour avoir une vitesse, c'est pas possible de déterminer la vitesse avec une seule mesure. Oui. OK, ben tu prends mais là, les processus expérimentaux comme tels, là, je ne les connais pas, mais ça peut se faire. Absolument, pour mesurer une vitesse, tu mesures la position à un temps X, et un temps plus tard, tu refais une pas nécessairement, on peut le faire. Ben, dans le cas, par exemple, d'une voiture avec un laser, on mesure directement la vitesse de la voiture par le décalage du rayon laser. Évidemment, avec une particule, on ne pourra pas faire ça, là, mais il y a des processus qui permettent des fois de mesurer les vitesses. Le temps n'a pas beaucoup d'impact dans cette histoire. Je ne rentre pas dans ces détails. Oui? Salut, Christian. Ton interprétation de vitesse moyenne, de position moyenne, je m'excuse, mais ça ne m'éclaire pas du tout. Si je prends ton exemple tantôt de cette particule qui est distribuée au centre d'une sphère, ben, sa position moyenne, ça serait le centre de la sphère. Oui, exact. Sa vitesse moyenne, ça serait 0. Oui. Alors, ça ne m'éclaire pas du tout. Ben, c'est ce que ça dit l'interprétation naïve. Donc, attends, j'essaie de retrouver l'animation. Que la particule va rester effectivement immobile sur la cible, tout simplement, et qu'elle va grossir en restant sur place. C'est ce que dit l'interprétation naïve, voilà ici. Donc, à partir du moment où la particule a rencontré la cible, le centre de la particule reste immobile et la vitesse moyenne est nulle, mais la particule ne fait que gonfler sur place. C'est ça le point de vue de l'interprétation naïve. OK, c'est clair. Mais, hein, je le dis, hein, c'est un discours... Non, mais c'est correct. C'est un discours philosophique, c'est pas de la science. Mais écoute, si je peux continuer là-dessus, s'il te plaît. Quand tu dis que ce n'est pas de la science, si par exemple, on pourrait démontrer par l'expérience qu'une interprétation, c'est la bonne, est-ce que ça, tu appellerais ça de la science ou tu appellerais ça de la philosophie? Si on avait des critères scientifiques pour faire ce genre de démonstration-là, il faudrait analyser les critères, mais s'ils sont vraiment scientifiques, il faudrait reconnaître que là, c'est de la science. Voilà. Donc, pour l'instant, on parle des mêmes mathématiques, c'est différents points de vue, et moi je préfère le mien, bien sûr. Mais je trouve que c'est plus près du bon sens que l'interprétation de Copenhague. Mais évidemment, je ne m'attends pas nécessairement à faire l'unanimité. Bon, alors ça, c'était les grandes lignes. Ah oui, chose intéressante. Sur une mesure individuelle, la particule est perturbée, elle est réduite. On perd de l'information. Et donc, avec Copenhague, on disait la réalité microscopique en soi n'est pas accessible. Tout ce à quoi on a accès, c'est le résultat des interactions des instruments avec les particules. Mais là, c'est parce qu'ici, on raisonne sur des mesures individuelles, une mesure à la fois. Si maintenant on raisonne d'une manière statistique,
Je vais faire l'analogie du dé pour illustrer mon point. Sur un grand nombre de mesures répétées dans des conditions identiques, ça devient possible d'éliminer l'effet de l'observateur et d'accéder directement à la réalité microscopique si on interprète le paquet d'ondes comme représentant la particule en elle-même, indépendamment de l'instrument. Je vous donne un exemple. Je lance un dé. À chaque fois, j'obtiens un résultat différent. Donc, je pourrais dire la seule chose à laquelle j'ai accès, c'est le résultat de l'interaction de la table et du dé qui me donne une seule de ces faces au hasard. J'ai une information partielle. Mais si je répète le lancer un très très grand nombre de fois, éventuellement, j'obtiens un certain nombre de résultats différents, mais qui finissent par se répéter. À un moment donné, c'est toujours les mêmes faces qui reviennent. Et par les proportions dans lesquelles les différentes faces reviennent, je peux déterminer les probabilités. Si c'est un dé truqué, bien peut-être que la moitié des résultats que j'ai obtenus, ce sera des 6. Une fois sur 10, ce sera un 1. Une fois sur 2, ce sera un 2, etc. Donc, par une seule mesure, par un seul lancer du dé, mettons que je ne connaissais pas le dé comme tel, que je ne l'avais jamais vu, je ne pourrais pas connaître toutes les caractéristiques du dé. Je pourrais juste dire, ah, là j'ai un 2, donc je sais qu'avant la mesure, le dé possédait une face sur laquelle c'est écrit 2 et c'est tout ce que je pourrais dire. Mais si je répète l'expérience un très grand nombre de fois en supposant que je ne vois jamais le dé comme tel, que je vois juste le résultat du lancer, mais là je pourrais dire, mettons j'ai fait 100 expériences, bien là je sais que le dé est un objet qui possède 6 faces et que la face numéro 6 est plus lourde que les autres parce que je l'obtiens une fois sur 2 et que les autres faces, je les obtiens une fois sur 10. Donc, à partir d'une analyse statistique d'un grand nombre de mesures répétées toujours dans les mêmes conditions, je peux reconstruire ce qu'est le dé comme si je n'avais pas interféré avec lui, comme si je ne l'avais pas mesuré. Dans le cas du paquet d'ondes, d'une manière un petit peu plus subtile, bien sûr, que dans le cas d'un dé, mais moi j'affirme que l'idée générale, elle est la même. Alors, je reviens à l'exemple de la mesure. Donc, on a vu que à chaque fois qu'on refait la même mesure, le point apparaît, voilà, la réduction donne un point qui apparaît à un endroit différent. Donc, si je n'ai mesuré que ce point, cette seule mesure ne me permet pas de connaître le paquet d'ondes complet tel qu'il était juste avant la mesure. Parce qu'après la mesure, je n'ai qu'un point. Je refais la mesure. Bon, on l'a vu tout à l'heure, j'obtiens un point ailleurs. Alors, si je répète la même mesure 10 000 fois, un milliard de fois. Un milliard de fois. À un moment donné, je vais obtenir des points partout. Donc, je peux reconstruire l'ensemble du paquet d'ondes comme ça. Et il y a peut-être des points, mettons lui, qui, pour une raison X, va apparaître plus souvent qu'un autre, parce que le paquet d'ondes n'est peut-être pas équiprobable. Donc, par les proportions des différents résultats que j'ai, je peux reconstruire théoriquement ce qu'était le paquet d'ondes avant la mesure. Et si, selon l'interprétation naïve, on dit que le paquet d'ondes est la particule comme telle, bien, par une analyse statistique d'un grand nombre de mesures, j'affirme, par l'interprétation naïve, que nous avons accès au monde microscopique en lui-même, comme si nous ne l'avions pas perturbé par nos observations. Oui? Moi, j'ai une seule difficulté, c'est que ton endroit où il s'arrête, c'est toujours dans la limite de l'appareil. Suppose qu'il n'y a pas d'appareil. Ben, là, il n'y aurait pas de mesure. Ben, c'est ça. Tu reviens à ton problème de départ de l'infini. Mathématiquement, on a réduit, en faisant les longueurs d'onde, on les a réduits parce qu'on ne voulait pas avoir une onde infinie. Oui, pour construire le paquet d'ondes. Mais finalement, là, on arrive à l'infini. On retourne au problème de départ. Non, c'est juste que si on ne fait pas de mesure, à ce moment-là, on ne peut pas comparer le paquet d'ondes construit théoriquement avec la réalité. Pour faire cette comparaison-là, il faut on a nécessairement... besoin. On en a absolument besoin. C'est la seule façon de comparer la théorie à la réalité. Et donc, si je reviens à l'esprit du problème de la mesure en mécanique quantique, c'est que la mesure perturbe le paquet d'ondes d'une manière fondamentale en le réduisant, ce qui n'est pas le cas en physique classique. Et donc, si je regarde juste des mesures individuelles, je ne peux jamais voir le paquet d'ondes comme tel, je peux juste voir le résultat de l'interaction avec l'instrument. Mais là, ce que je dis, c'est que si on répète la mesure un très grand nombre de fois par l'ensemble des résultats obtenus, je peux les mettre ensemble et dire, bien là, si j'ai obtenu tous ces résultats-là, ça veut dire que le paquet d'ondes était ça. À l'intérieur de la mesure. À partir des mesures. Oui. Non, mais continuez votre raisonnement, puisque je suis dans ce type de, pas d'expérience-là, mais je continue le raisonnement comme tel. Alors, ça donnerait quoi votre résultat à ce moment-là? C'est qu'une distribution équiprobable dans votre détecteur ici? Dans le cas particulier qui nous intéresse, ça serait une distribution